Eh bien, écoutez, je vous dis, encore une fois bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur les LMS. Quelle nouveauté pour 2021? Je vous propose, de commencer maintenant. Il est 11h31. Eh bien, écoutez, merci beaucoup aux personnes du groupe de travail, d'être tous présents pour l'animation de ce webinaire. Un webinaire en partenariat avec la FFP qui est représenté par Adrien Bonjean de la FFP, chargé de communication. Bonjour également Adrien Bonjour. qui vient de nous rejoindre. Donc, rapide, introduction avant de vous laisser, donner la parole à tous et à toutes. Donc, c'est la 7e édition de notre guide LMS. 7e édition est véritablement un marronnier, pour le FOD avec, une publication annuelle dont la dernière, le guide 2020, avait réuni plus de 5 000 téléchargements. Vous trouverez du coup l'édition 2021 en téléchargement via un petit formulaire, de contact que vient de mettre en ligne, Michael, qui travaille, nouveau collaborateur du FOD. Donc 7e édition avec, cette année 22 plateformes, qui, ont été, passées au crible par nos différents experts, 15 propriétaires, 7 plateformes open source, donc où ont été analysées à partir de 200 critères, les fonctionnalités techniques, pédagogiques, ergonomiques, le suivi, le déploiement, aussi la nature de l'offre commerciale. Donc ce travail, présentera en fait un état des lieux très fouillé sur, les principaux acteurs, du marché des plateformes et je remercie particulièrement, les différents participants du groupe de travail pour leur implication, sur ce guide. Un travail qu'ils ont réalisé, depuis, la rentrée, qui est un travail, je précise bien, de bénévoles au service du FOD. Cette année, nous avons fait un partenariat avec la FFP. C'est un partenariat de diffusion. D'une part parce que habituellement le guide est présenté, au salon Learning Technology et cette année, pour cause de crise sanitaire, ce n'était pas possible. Et la FFP, nous avons souhaité du coup, travailler avec la FFP qui est une organisation professionnelle très représentative puisque Adrien, la FFP, fédère, plus de 900 entreprises de formation et la FFP est adhérente également du FOD. Donc il nous semblait très utile effectivement de pouvoir diffuser le plus largement possible ce guide-là, dans un contexte de crise, où je veux vous en donner quelques éléments. La crise aujourd'hui, a marqué, on l'a vu, une accélération des pratiques multimodales, puisque avec le confinement, on a vu se développer quand même de plus en plus, de dispositifs, multimodaux et d'ailleurs, notre dernier livre blanc sur la question a montré que 79 des répondants à notre enquête, 79 des OF avaient, à l'occasion de la crise, réfléchi et mis en place du distanciel. Donc, on arrive, pour nous au FOD à un véritable tournant sur le distanciel avec, une prise en compte, de cette réalité beaucoup plus concrète de la part des organismes de formation. D'où l'importance de ce guide pour vous accompagner dans cette démarche de transformation numérique. À l'occasion de ce, partenariat, nous souhaitons donner aussi la parole à la FFP qui est un des financeurs importants de cette transition digitale des organismes de formation avec le PIA, plan d'investissement, plan d'investissement d'avenir, dont vous parlera, Adrien, en conclusion de ce webinaire. Et puis aussi sur le volet du financement, vous dire que les pouvoirs publics ont lancé un plan de relance, hein, de 400 millions d'euros sur la digitalisation de l'appareil de formation. C'est un plan ambitieux qui prévoit, de pouvoir équiper les organismes de formation demandeurs, d'une plateforme de services, publics, et aussi de mettre à leur disposition des ressources gratuites. Nous participons aux discussions qui ont lieu, sur ces sujets importants de la digitalisation au Haut Commissariat pour les compétences et donc nous participons aux arbitrages en cours et nous serons en mesure certainement de vous en donner, plus de précisions, mi-février.
sur ces différentes dispositions, sachant que la position du FOD, hein, c'est de favoriser, hein, le maintien d'un marché des plateformes, diversifié pour, qui puissent répondre à différents besoins des organismes de formation et puis de mettre l'accent sur un accompagnement global des organismes de formation, qui n'est pas simplement une entrée par l'outil, mais qui aussi concerne un accompagnement général à la stratégie de l'organisme de formation dans sa transition digitale. En pratique, en 2 mots, le guide sera téléchargé sur le guide du FOD et vous aurez bientôt, je pense au cours de la semaine prochaine, la version en accessibilité numérique, hein, conforme au RGAA, qui sera faite par Audrey elle-même pour que effectivement on puisse aussi disposer de ce guide en version d'accessibilité numérique. Tout de suite, donne la parole à Adrien pour peut-être 2 mots d'introduction complémentaires sur notre partenariat avec la FFP avant de céder la parole au groupe de travail. Adrien, c'est à toi. Oui, merci, merci Aurélia. Alors, la FFP est ravie, hein, d'être associée à la présentation de ce guide qui fait quand même référence, hein, en la matière depuis quelques années. Vous l'avez dit, Aurélia, le contexte sanitaire a accéléré, la digitalisation et puis, cela passe aussi par une capacité d'adaptation des entreprises de formation et d'acquisition de solutions concrètes. Nous, la FFP, au début du confinement, on avait, mis en ligne un référencement de solutions, alors qui était aussi porté sur, la gestion de formation, des solutions d'interactivité, de connexion à distance pour, que les entreprises soient rapidement opérationnelles. Et puis, il y a, le PIA que je présenterai effectivement, en conclusion. Heu, alors, en tant qu'accompagnateur, hein, de la digitalisation, c'est tout à fait naturel que nous associons au FOD aujourd'hui pour cette présentation, et de son guide qui aide, je pense, les dirigeants à faire les bons choix, et ça, c'est un objectif que nous, on a mis au cœur de notre action, à travers, notamment le PIA qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de digitalisation. Comment mettre la digitalisation au cœur de leur stratégie d'entreprise, puisqu'elle touche, et j'y reviendrai, plus tard, tous les différents aspects, de l'activité d'une entreprise de formation. Bah, écoute, merci Adrien pour ce mot d'introduction. Tout de suite, la parole, au groupe de travail donc qui, voilà, a travaillé sur cette édition, 2021. Donc je cède la parole à Jean-Luc, Peuvrier qui va nous présenter le groupe de travail et puis la méthodologie et les objectifs. C'est à toi Jean-Luc. Merci Aurélia, merci Adrien. Bien, enchanté de vous retrouver pour la 6e année consécutive pour la présentation de cette nouvelle version, de cette édition 2021. Vous avez effectivement les praticiens, hein, puisque nous sommes des praticiens dans le sens où nous travaillons avec et pour des structures de formation qui utilisent des LMS. Et donc, c'est vraiment ce regard d'utilisateur averti que nous avons les uns et les autres porté sur, vous allez voir, ce nouveau panorama de LMS, donc propriétaire, et LMS open source. Quelques têtes peut-être que vous connaissez, et puis de nouvelles personnes également qui nous ont rejoints dans ce groupe de travail, notamment donc Audrey qui nous parlera d'accessibilité tout à l'heure, qui est l'un des focus de ce guide 2021. Et puis donc Émilie Guilouche qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation de ce travail pendant les mois précédents. Alors, peut-être rappeler pour celles et ceux qui ne connaissent pas le guide, la méthodologie qui a été utilisée, hein, quels sont les éléments. Aurélia, si tu veux bien nous passer la diapo d'après. Voilà, excuse-moi. Voilà. Il y a différents objectifs, hein, dans ce guide depuis qu'il existe. On le constate tous les ans dans les retours que vous nous faites, vous, en tant qu'utilisateur. Il vous sert à avoir des repères sur
qu'est-ce que c'est peut-être pour certains qu'un LMS, même si aujourd'hui ça peut paraître un outil devenu monnaie courante dans les organismes de formation. Pour certains, il y a quand même besoin de s'attacher quand même à quelles sont les possibilités offertes aujourd'hui par un outil tel que celui-ci. Donc, c'est sur l'outil lui-même LMS et ses évolutions. Donc, ça, c'est le premier point. Vous permettre aussi de comprendre le marché. Vous allez voir à travers les tendances que Noria présentera tout à l'heure que ce marché évolue et ce marché a fortement évolué ces dernières années. Pas uniquement l'année dernière, déjà sur les 3-4 dernières années, avec notamment, on verra peut-être des rapprochements, de l'innovation également. L'objectif aussi, c'est de vous permettre d'approfondir certains points. Nous l'avions fait l'année dernière sur la relation entre la FEST et les LMS et plus particulièrement, enfin plus globalement plutôt la FEST et la formation ouverte à distance. Le focus cette année est sur l'accessibilité, aussi bien l'accessibilité numérique que l'accessibilité pédagogique. Et bien évidemment, à travers toutes les fiches qui sont les éléments de comparaison entre les plateformes propriétaires et les plateformes open source. Alors, en termes de méthodologie, c'est là qu'il faut aussi bien comprendre quelles sont nos modalités de travail, puisqu'on démarre, comme le disait Aurélia, à partir de septembre ou octobre pour questionner tous les éditeurs, donc tous les éditeurs de LMS propriétaires que nous connaissions, qui étaient déjà dans le guide, ceux qui nous ont contactés aussi tout au long de l'année pour savoir dans quelles conditions ils pouvaient figurer dans ce guide. On rappelle quand même au passage que, comme le disait Aurélia, nous faisons un travail bénévole pour réaliser ce guide. Et puis, il n'y a aucune relation ni commerciale, ni contrepartie apportée de la part des éditeurs. Il n'est pas nécessaire non plus d'être membre du FOD pour figurer parmi le panel qui vous est présenté ici. Donc, avec les éditeurs donc, de plateformes propriétaires, eh bien, donc, il y a un questionnaire en ligne qui existe maintenant depuis 2 ans. Il y a toujours eu un questionnaire, il est maintenant en ligne. Il a été légèrement remanié même à nouveau cette année, ce qui permet à chaque éditeur de répondre exactement selon les mêmes critères. Les réponses sont ensuite analysées par le groupe de travail. Le cas échéant, l'éditeur est re-questionné si on estime qu'il nous manque quelques éléments, ou s'il nous semble qu'il y a peut-être une incompréhension de la question, ou on va dire quelque chose qui nous semble très surprenant par rapport à notre connaissance à la fois du marché et peut-être dans certains cas de cet éditeur-là. Ça a été le cas cette année, et c'est là que Émilie a joué un rôle important dans la relation avec les éditeurs qui ont bien voulu effectivement répondre à nos questions. Et puis une démarche un peu différente, parce que même si, on le verra tout à l'heure, les structures qui supportent aujourd'hui les développements des plateformes open source ne sont pas des éditeurs au même titre que ceux que j'ai cités précédemment. On a eu cette année des relations avec un certain nombre d'entre eux, quand on a la chance effectivement d'avoir des structures auprès de qui on peut s'adresser et avoir des échanges facilement. Mais traditionnellement, depuis que le guide existe, ce sont par un système de benchmark et de tests fonctionnels qui sont réalisés par plusieurs personnes, qui nous sert de support pour réaliser les fiches des plateformes open source, et ce qui vous permet de comparer les plateformes open source entre elles exactement sur les mêmes critères, les plateformes propriétaires entre elles sur d'autres critères, mais vous verrez bien évidemment qu'il y a de la cohérence dans tout ça, en termes de pédagogie, en termes d'outils, en termes d'accessibilité par exemple. On va dire que les grandes catégories vous allez les retrouver dans les 2 volets de notre guide. Mais voilà, ne cherchez pas exactement à comparer point par point tel LMS propriétaire avec tel autre LMS open source. On n'est pas exactement sur les mêmes bases, puisque, je vous le dis, d'un côté, un questionnaire donc déclaratif de la part des éditeurs, et de l'autre côté, des tests en situation réelle qui ont été réalisés sur les plateformes open source, complétés par des échanges avec certains, on va dire, concepteurs de ces plateformes. Donc
Bonjour à tous. Donc effectivement, là, vous découvrez à l'instant les 15 fameux éditeurs qui ont été retenus cette année. Donc il y a 2 nouveaux en fait, par rapport à l'année dernière, ETP et RiseUp, qui sont des éditeurs, qui existent depuis plus longtemps que l'année dernière, hein, bien sûr, mais soit ils n'avaient pas répondu l'année précédente, soit on les avait alors écartés, parce que comme l'indiquait Jean-Luc, c'est vrai que les plateformes, les éditeurs ont beaucoup investi en 2020 sur, le développement de nouvelles fonctionnalités et donc là, c'est vrai qu'en en se concertant tous ensemble, on a retenu donc ces 15 éditeurs, dont la plupart sont déjà certainement très connus de vous. Donc il s'agit d'éditeurs, majoritairement français, comme voilà, vous les voyez. Petite précision également, Saba a été racheté l'année dernière, par Cornerstone. Donc vous retrouverez 2 fiches, mais on a mis uniquement le logo de Cornerstone parce que c'est Cornerstone aujourd'hui, l'équipe Cornerstone qui gère, les 2 plateformes. Voilà pour la partie propriétaire. Je te laisse la parole, Jean-Luc. Alors, du côté des open source, bah, vous le voyez, hein, ce qui n'a pas changé, c'est un nombre beaucoup plus réduit de LMS que du côté des éditeurs. Par rapport à l'année dernière, nous avons réintroduit la plateforme Ilias qui n'y figurait plus. Ilias reste un LMS open source intéressant sur le plan, on va dire, de l'offre fonctionnelle qu'elle propose. Bien évidemment, ce qu'on lui reprochera, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est sa diffusion encore restreinte. Voilà, ce qui n'exclut pas qu'on puisse bien évidemment s'y intéresser, et c'est la raison pour laquelle il nous semblait dommage de ne pas vous la proposer dans ce panorama. Euh, et puis, l'arrivée, puisque l'an passé, nous n'avions pas pu mener tous les tests, on va dire, jusqu'au bout, de façon à vous présenter donc OpenEDX dans les meilleures conditions. Donc, cette année, ça a été le cas. On a pu donc réaliser tous les tests pour comparer point par point. Donc, cette plateforme, alors bien connue de ceux qui ont eu à déployer des dispositifs importants, notamment des dispositifs de MOOC dans la technologie OpenEDX, faisant que c'est une plateforme qui est beaucoup utilisée pour les MOOC. C'est notamment la plateforme support de FunMOOC, hein, que vous connaissez tous. Et puis donc, à côté de ça, eh bien, des éditeurs qui continuent d'être présents, de développer des éditeurs, des LMS. Et j'avoue que si ma langue fourche sur le terme d'éditeur, c'est parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus marqué. Ce sont effectivement des structures organisées, le plus souvent des prestataires de services, qui maintiennent et qui supportent l'ensemble des développements et qui conserve la diffusion en mode open source sous licence GNU de façon à permettre l'installation par qui le souhaitera de ces outils sur ses propres serveurs, sur ses serveurs hébergés et d'apporter des modifications s'il le souhaite, puisque le code reste complètement ouvert. Mais on a aujourd'hui de moins en moins de LMS open source qui ne fonctionneraient et qui ne seraient développés qu'à partir effectivement de communautés de développeurs bénévoles, mais beaucoup plus des structures qui vont être en pilotage, par exemple comme Moodle HQ. Je te laisse reprendre la parole. Noria, tu ouvres ton micro? Oui, merci. Concernant donc les nouveautés 2021 et les tendances, on en a listé quelques-unes. Donc là, il y a les premières qui portent plutôt sur, la partie un petit peu, usage et réglementaire. Donc le premier, c'est sur la mobilité et la gestion des compétences. Là, on voit que certaines plateformes, se sont bien portées sur la gestion des compétences, notamment suite à la réforme de la formation professionnelle. On sent que vraiment les choses sont bien enclenchées pour certaines et il y a d'autres éditeurs qui, à l'inverse, n'ont pas intégré la gestion des compétences ou y pensent mais n'ont pas encore, les fonctionnalités correspondantes. Concernant la mobilité, on voit que ça continue à se développer.
Après, petit bémol, certaines ont des applications, alors des applications qui peuvent être sur iOS ou sur d'autres plateformes, enfin d'autres appareils. Mais ensuite, il faut toujours demander en fonction des usages que vous en attendez si les contenus de formation seront également disponibles et accessibles en mode offline, en mode déconnecté. Donc voilà, derrière le mot mobilité, on peut s'attendre à avoir différentes fonctionnalités. Donc là, en fonction de vos besoins, posez bien des questions assez précises aux éditeurs parce que tous n'ont pas développé les outils adéquats, notamment à la formation offline. Concernant la FEST, donc ça, c'est de plus en plus intégré également. On peut maintenant suivre plus facilement l'évolution et la montée en compétences des collaborateurs sur le terrain. Donc du coup, les tablettes, par exemple, sont bien intégrées. On peut avoir des applications très faciles et très simples à prendre en main par la personne qui va accompagner le collaborateur ou le former. Donc ça, c'est notable. Et puis concernant la réglementation, l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, on avait intégré le critère RGPD, enfin conformité au RGPD. Donc là, on voit que maintenant tout le monde est quasiment aligné. Sachant que derrière la ligne RGPD que vous verrez dans le guide, en fait, il y a différents critères qui ont été pris en compte. On pourra le détailler si nécessaire. Et puis, la prise en compte encore inégale de Calliope. Calliope donc, va bientôt être mis en œuvre. Effectivement, les plateformes, les éditeurs s'y sont préparés, pas tous. Donc là aussi, si vous êtes organisme de formation et si vous êtes certifié Calliope, soyez également attentifs au suivi correspondant et au fait de pouvoir disposer des bons justificatifs. Ensuite, sur la page suivante, il y a d'autres. Là, j'ai plutôt réuni les tendances en fait, qui sont liées aux aspects techniques. Donc là, c'est lié notamment au RGPD. L'hébergement est de plus en plus recentré en Europe et même en France. Après, en termes d'interfaçage, là aussi, on voit qu'il y a de plus gros efforts fournis sur cet aspect-là. Beaucoup d'interfaçages sont maintenant même plus en option. Avant, c'était systématiquement en option et donc ça correspondait à un budget complémentaire. De plus en plus, certains offrent entre guillemets les liens SSO. Voilà, donc ça, c'est aussi intéressant à avoir en tête. Et en termes d'interfaçage, on l'a vu avec la crise sanitaire, tout le monde a souhaité utiliser les outils de classe virtuelle. Donc maintenant, vous aurez la possibilité d'intégrer des outils qui peuvent être externes aux plateformes pour diffuser vos classes virtuelles. Le suivi est également plus performant qu'avant parce que parfois, c'était parfois un petit peu compliqué de suivre l'absentéisme en classe, la présence ou l'absentéisme en classe virtuelle. Maintenant, c'est de plus en plus intégré également au rapport de suivi. Et puis, on peut de plus en plus, comme les plateformes sont parfois, on parle de plateformes LMS et aussi LCMS, avec la capacité qu'elles peuvent avoir ou qu'elles peuvent offrir pour créer des contenus rapid learning. Au-delà de leurs propres outils qui sont intégrés, certaines proposent également de pouvoir intégrer des contenus qui sont créés par des outils externes. Donc ça aussi, c'est intéressant quand on souhaite proposer une multitude ou une variété de supports de formation. Autre point, comme cette année, beaucoup de gens se sont formés à distance et que le volume d'apprenants a vraiment augmenté, j'ai senti également sur cette dimension architecture, réseau ou infrastructure, qu'il y avait plus de réflexion aussi côté éditeur sur la façon dont ils ont construit leur infrastructure et le fait qu'ils puissent accompagner la montée en puissance des différents clients qu'ils hébergent et de pouvoir faire face à d'importants pics de charge. Donc ça aussi, c'est lié un petit peu au contexte, mais c'est important à prendre en compte, notamment si vous êtes un grand groupe ou une grosse entreprise avec la possibilité, comme certaines associations qu'on accompagne là en ce moment, d'avoir 620 000 adhérents. Ben voilà, les adhérents ne vont pas tous se connecter au même moment. Et quand on déploie une plateforme pour ce type d'association, il va falloir s'assurer que la plateforme à laquelle qu'on sollicite en fait va pouvoir vraiment prendre en charge de 50 000 par exemple apprenants jusqu'à 600 000. Et donc ça demande quand même une capacité et une infrastructure qui doivent être évolutives. Donc ça, c'était le dernier point que je tenais à partager avec vous. Alors, petit complément peut-être du coup, et qui fait écho au dernier point que vient d'évoquer Noria, hein, qui est
Ce qu'on remarque du côté de l'open source, la nécessité, et je vais dire l'intérêt justement, de se tourner aussi en matière de LMS open source vers des prestataires de services qui vont être en capacité justement d'adapter les infrastructures à la charge que vous pouvez avoir, ce qui est plus complexe, vous l'imaginez, quand on gère soi-même ses propres serveurs. Donc, on a noté très clairement un développement d'une offre de type SaaS à l'initiative souvent de prestataires de services qui ont conçu des offres packagées qui quelquefois comportent des outils complémentaires comme la classe virtuelle qu'évoquait Noria à l'instant, qui quelquefois sont, on va dire, proposés sous une forme d'abonnement d'ensemble, mais pour lequel le LMS sur lequel repose leur solution, leur offre de service, est un LMS open source. La tendance qui se confirme, c'est une implantation de plus en plus importante dans le monde de l'entreprise pour un certain nombre de LMS open source, qui n'était pas le cas les années précédentes. On l'avait déjà noté l'an passé, c'est une tendance qui est confirmée. Et puis, il faut quand même noter, on va dire, le pendant de ce que nous évoquions tout à l'heure, qui est que des structures, on va dire, organisées de type entreprise aujourd'hui, assurent le développement et le support de ces LMS open source. La contrepartie étant qu'on a noté depuis environ 18-24 mois des politiques qu'on peut appeler résolument commerciales, voire limite un petit peu anti-concurrentielles, de certains concepteurs de LMS qui limitent en cela l'offre de services qui pourrait être faite à des petites structures avec, on va dire, des démarches visant à interdire des prestations de services autour de certains LMS open source de la part de prestataires de services qui ne seraient pas labellisés en l'occurrence. Eh bien, écoutez, si on a fait le tour des nouveautés, des tendances, je vous propose de donner la parole à Audrey, qui va nous parler de quelque chose de très spécifique, puisque c'est un focus et puis un critère supplémentaire qui a été largement revu par Audrey Magnier sur l'accessibilité numérique. Audrey. C'est parti. Donc oui, je vais vous parler d'accessibilité numérique. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est et comment on l'a évalué dans le guide. Donc l'accessibilité numérique, c'est rendre les supports numériques utilisables par les personnes en situation de handicap et compatibles avec les technologies d'assistance. Ça va concerner les sites web, les interfaces qu'on utilise pour naviguer sur le web, les applications mobiles, mais aussi les documents PDF et puis les vidéos. Tout type de contenu qu'on va venir publier, on va aller s'assurer qu'ils sont accessibles. On a des utilisateurs en situation de handicap qui naviguent avec des technologies d'assistance. Une technologie d'assistance, ce sont des outils qui sont indispensables pour certaines personnes pour leur permettre d'accéder au contenu et d'interagir avec. Par exemple, pour les personnes aveugles qui naviguent sur le web avec un lecteur d'écran. C'est un logiciel qui va lire la page, le lecteur d'écran lit la page, la retranscrit à l'utilisateur au moyen soit d'une synthèse vocale, donc ça va parler, qui va lire le contenu affiché, soit au travers d'une plage braille qui est connectée à l'ordinateur. On a un autre exemple, c'est les personnes avec un handicap moteur qui ne vont pas pouvoir utiliser de périphérique, typiquement le clavier ou la souris. Pour ces utilisateurs-là, il y a une solution qui est la commande vocale, donc que vous devez connaître sur les téléphones portables d'ailleurs, ça commence à se populariser. Et donc la commande vocale qui va leur permettre d'interagir avec les interfaces. Et donc pour ça, il faut que les interfaces soient codées correctement pour que la technologie d'assistance puisse répondre de ces commandes. Et à l'inverse, on a des personnes handicapées qui n'utilisent aucune technologie d'assistance, mais qui ont quand même un besoin d'accessibilité. Par exemple, en vous assurant que votre site présente des contrastes de couleurs suffisants, vous allez permettre aux personnes qui ont des difficultés à percevoir les couleurs, notamment les personnes daltoniennes, de pouvoir consulter des contenus. Voilà. Et après, l'accessibilité numérique touche d'autres handicaps, comme les troubles cognitifs ou intellectuels, mais on n'a évidemment pas le temps de tout détailler ici.
Ce qu'il est important aussi de souligner quand on parle d'accessibilité et d'accessibilité numérique en particulier, c'est que c'est quelque chose qui évolue dans un contexte de reconnaissance des droits des personnes handicapées. Donc c'est vraiment une question de droit, ça c'est important à retenir. Et c'est un contexte international. On a notamment un texte fondateur qui est la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, qui est sortie en 2006. Elle vient fixer des règles que doivent suivre les États membres pour faire respecter ces droits. Et en France, on a un texte fondateur qui est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, dans lequel l'accessibilité numérique est également définie. Donc, comment on fait pour rendre accessible rapidement? Il existe des normes d'accessibilité numérique qui vont nous permettre de rendre des interfaces et des contenus accessibles. On va y trouver des règles techniques qui vont concerner le code, des règles de conception des interfaces et puis des règles graphiques, des couleurs, des contrastes, etc. En France, on a le RG2A, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est un référentiel technique qui se fonde sur une norme internationale. Hein. L'accessibilité numérique, c'est défini à un niveau international dans une norme qui s'appelle WCAG, c'est les WCAG. C'est défini par un gros consortium, le W3C, et qui va venir donner pour des types d'éléments particuliers, les images, les tableaux, les liens, les scripts, les vidéos, des indications sur ce qu'il convient de faire pour que ces éléments soient accessibles et compatibles avec les technologies d'assistance. Et là, comme on est dans le cadre des LMS, il est intéressant de s'intéresser du coup aux particularités d'accessibilité d'un LMS. Donc, les LMS, en plus d'avoir des interfaces accessibles pour les apprenants, il est important que ces LMS songent également à avoir des interfaces de contribution accessibles, hein, puisque des producteurs et productrices de contenu peuvent être en situation de handicap et donc avoir besoin d'une interface qui leur soit accessible. Et en plus d'avoir une interface accessible, quand il est question de création de contenu, il est aussi important d'accompagner l'accessibilité de ces contenus. Et donc, on a une autre norme, qui est une norme dédiée aux outils de gestion de contenu, qui est la norme ATAG pour les critères d'accessibilité de gestion de contenu, qui va venir demander en fait aux outils de gestion de contenu de donner des aides, des outils d'aide à la détection d'erreurs, des documentations sur comment créer des contenus accessibles, de fournir des fonctionnalités particulières pour s'assurer que les contenus sont accessibles. Donc ça, c'est une autre norme encore. Donc il y a énormément de choses autour de l'accessibilité numérique et pour l'accessibilité des outils de gestion de contenu comme les LMS. Ouais, on peut, voilà. Et donc, après tout ça, on a donc évalué l'accessibilité dans les LMS qui ont été retenus dans ce guide. Donc comme ça a été déjà décrit, il y a deux méthodologies différentes en fonction du type de LMS. Donc pour les LMS propriétaires, c'est donc du déclaratif. On leur a demandé s'ils avaient réalisé un audit d'accessibilité et si, à la suite de cet audit, ils avaient publié une déclaration d'accessibilité. Une déclaration, en fait, c'est une page web, un document qui vient attester de l'évaluation de l'accessibilité sur le site au regard d'un référentiel donné et qui permet du coup d'informer les utilisateurs ou les gens qui voudraient utiliser le LMS du niveau d'accessibilité générale. Hein, quels sont les problèmes ou quelles sont les choses qui sont conformes. Et puis, on leur a aussi demandé s'ils avaient pris en compte la norme ATAG dans les interfaces d'édition. Donc ça, c'est pour les LMS propriétaires. Et puis, pour les LMS open source, on a fait donc des tests fonctionnels, hein, comme l'a décrit Jean-Luc. On est parti sur un échantillon de 5 écrans. On a fait un audit rapide, hein, on appelle ça un audit rapide. On a fait un audit rapide sur 5 écrans de chacun des LMS. Dans chacun des LMS, on avait les mêmes contenus et on a choisi des écrans similaires. Hein. Pour chacun, on a pris la page de connexion, la page d'accueil de l'apprenant, la page de résumé de cours et puis 2 pages d'exercice. Et sur ces pages, on a évalué 4 critères d'accessibilité que j'ai choisis et qui sont réputés être des critères relativement sensibles pour donner un peu une idée de l'accessibilité générale du site, même si ça ne vaut absolument pas un audit complet d'accessibilité. Hein. Donc, on a évalué les liens. Est-ce qu'ils ont un intitulé ou est-ce que les intitulés sont suffisamment explicites? Les composants riches, alors les composants riches, c'est tout ce qui va être les interactions sur les écrans. Hein, typiquement, le bouton burger du menu, quand je clique, j'ai quelque chose qui se déplie. Ça, c'est un composant riche. Donc, on va vérifier que ça marche bien avec les technologies d'assistance, que derrière, c'est correctement codé.
Les formulaires, on va s'assurer que les formulaires ont tous une étiquette correctement reliée et que l'étiquette reliée permet à l'utilisateur de comprendre ce qu'il doit saisir. C'est d'autant plus important, notamment pour des utilisateurs aveugles qui n'ont pas une vision globale de la page. Il faut s'assurer que les formulaires sont bien étiquetés. Et puis, on a vérifié l'utilisation au clavier sur l'ensemble de ces écrans. Donc, pareil, pour un utilisateur qui ne peut naviguer qu'au clavier, typiquement la touche tabulation. Est-ce que quand je navigue avec la touche tabulation uniquement, est-ce que je peux accéder à toutes les fonctionnalités? Est-ce que je peux réaliser toutes les actions? Est-ce que je peux remplir tous les formulaires, etc. Donc, voilà, on a évalué tout ça. Et voilà. Audrey, voulez j'ai juste- juste une petite question sur les LMS open source. Une question de Laetitia qui l'a posée dans le chat, qui te demandait une petite précision sur les LMS open source dans le cadre de l'accessibilité. Il existe des extensions, c'est cela, c'est ce qu'elle demande. Open source, il existe des extensions. Alors, ça dépend, parce que ça dépend. Ça dépend pourquoi faire. Il y a des extensions pour tout, mais en fait, l'accessibilité de l'interface de l'apprenant, ça passe pas nécessairement par une extension, hein. Ça passe par un codage technique, donc le développement des interfaces qui respectent certains requis techniques, hein. On va demander des balises particulières, des attributs particuliers, des mises en forme et puis des conceptions fonctionnelles. Donc, je ne pense pas qu'une extension, ça vous permette de rendre les interfaces des apprenants pleinement accessibles. Il peut y avoir des thèmes accessibles. Enfin, je ne sais pas s'il y en a, mais nous, on n'en a pas rencontré. Mais il peut y avoir des thèmes accessibles. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait une extension particulière qui le permette. Très On bien. va le trouver, pour compléter ce que dit Audrey, on peut le trouver par exemple pour l'avoir vu sur une plateforme comme Moodle, des plugins effectivement ou des développements spécifiques qui a été fait qui permettent par exemple de la retranscription de tout texte en audio ou de l'audio en texte dans l'autre sens quand c'est pas, mais ça relève plutôt du format de média, quoi. Oui, voilà, après, c'est particulier. Après, pour l'accessibilité globale, il n'y a pas une extension qui permet de résoudre tous les problèmes d'accessibilité. Et je voulais juste partager un retour d'expérience sur une mission de conseil, un audit qu'on avait mené pour un client, organisme de formation. On avait vu qu'en fait, dans leur cahier des charges de conception de contenu d'e-learning, ils insistaient sur l'accessibilité, sauf qu'en fait, ils n'avaient pas du tout pris en compte l'accessibilité au niveau de la plateforme LMS, qui était à l'époque une plateforme Moodle. Et du coup, en fait, c'était complètement incohérent. En fait. Donc, ils ont dû revoir leur plateforme, une autre recommandation, ça a justement été de revoir complètement leur plateforme. Donc, il faut penser plateforme et aussi contenu. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le contenu. C'est ça. Merci. Après ce focus sur l'accessibilité, je propose à Isabelle de nous parler d'accessibilité, mais d'accessibilité pédagogique. Oui, merci Aurélia. Alors effectivement, hein, en complément de ce que vient d'expliquer Audrey, qui est assez particulier et plus spécifique pour des problèmes, des personnes en situation de handicap, on a aussi pu réfléchir pendant le confinement à la question de l'accessibilité au sens large, c'est-à-dire que une fois que les personnes avaient réussi à se connecter sur les outils et les contenus, qu'est-ce qui faisait qu'ils allaient réussir à y rester et à y trouver leur compte. On a beaucoup été confrontés à des problèmes d'abandon ou de difficultés de certains apprenants à pouvoir poursuivre leur parcours, même si la loi impose effectivement du tutorat, même si ce tutorat a été mis en place, qu'il soit synchrone ou asynchrone, même s'il a pu prendre de nombreuses formes. Certains apprenants se sont sentis un petit peu débordés, perdus ou démotivés par l'accès ou la numérisation de leur formation.
Donc, ça pose la question, cette fois-ci, au-delà de l'accès technique qui est primordial et très important, de la conception même des parcours de formation et des contenus de formation qui sont mis dans les plateformes. Donc, on voulait aussi vous mettre une petite effectivement alerte pour vous dire qu'une formation réussie sur un LMS, c'est pas qu'une question de tuyaux, ce n'est pas qu'une question de présentation, c'est aussi une question de réflexion, d'architecture et d'intentionnalité d'une production qui est vraiment adaptée au public. Et donc, il y a plusieurs enjeux pour l'ensemble des prestataires qui vont devoir mettre en place de la formation. Évidemment, d'éviter l'abandon, d'éviter l'échec aussi des apprenants et de prévenir tous les sentiments qui sont liés à cet échec, les dévalorisations, les démotivations. Et puis aussi un autre enjeu qui est très intéressant, c'est-à-dire que très souvent nos parcours sont conçus comme des modèles, on va dire, parcours moyen pour un apprenant moyen. Et on ne va pas forcément réfléchir à l'apprenant qui a des difficultés dans tel secteur ou à un apprenant qui a des facilités dans tel autre secteur, mais on intègre ces profils un petit peu différents une fois que le parcours a été conçu. C'est-à-dire qu'on réagit a posteriori en faisant des adaptations, des nouvelles prescriptions, des parcours dérivés ou des copies ou des duplicats. Et on ne le pense pas au démarrage avec une offre suffisamment complète de différents styles de navigation, différents types de parcours proposés aux apprenants en fonction des objectifs pédagogiques. Donc, derrière ces trois enjeux, en fait, il y a bien un enjeu de conception qui permet de réfléchir à comment je vais pouvoir réussir à maintenir l'ensemble des apprenants dans le dispositif de formation, comment je vais pouvoir éviter l'abandon et permettre à tous de réussir. Aurélia, tu peux lancer la suite. Je te remercie. Je te laisse continuer un petit peu, Isabelle. Sur la slide 12, je veux bien. Voilà. Donc, on est allé voir, merci Aurélia, on est allé voir du côté du Québec pour apporter des éléments de réponse, puisque les Québécois sont des grands praticiens de la formation à distance, hein, de par les hivers rigoureux et puis l'étendue du pays. Ils ont depuis très longtemps mis en place des parcours complets de formation à distance. Et puis, ils sont très soucieux à l'inclusion de toutes les personnes et de tous les profils dans l'ensemble des parcours. Et du côté des universités québécoises, qui ont dédié aussi pas mal de recherches de ce côté-là, ont émergé des théories et notamment celles qui concernent la conception universelle de l'apprentissage, appelée également pédagogie inclusive. Et c'est une façon qui permet de réfléchir en amont de la mise en ligne des formations à partir de la conception à une autre façon d'envisager en fait les parcours de formation. L'idée est de prendre en compte les individus avec toutes leurs particularités et de réfléchir à un canevas de formation qui permette aux individus de trouver plusieurs modes d'accès au contenu, mais aussi plusieurs modes d'action et d'interaction et aussi plusieurs modes d'engagement pour éviter l'abandon et puis l'échec. Donc, la pédagogie inclusive permet de diversifier, de clarifier, d'expliciter un maximum, de varier et de consolider tout ce qu'on apporte aux apprenants, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de mode d'action et d'interaction ou que ce soit en termes de propositions d'engagement.
Alors concrètement, comment ça se met en place? Bah, par exemple, pour, des contenus, on va, proposer, pour une même notion, des contenus, à dominante visuelle et ou auditive, et ou, les 2 en même temps, et ou des lectures et cetera. L'idée, c'est de varier le panel, de contenus possibles pour permettre aux acteurs de pouvoir y trouver, plusieurs modes de fonctionnement. Alors, tout ça, ça se développe aussi en lien avec les neurosciences, les neuropédagogies, qui apportent des éléments de réflexion pour toujours alimenter la variété et l'explicitation des choses. L'autre chose également, c'est de ne pas partir sur des prérequis qui ne seraient pas réexplicités, mais véritablement de donner accès aux apprenants aux éléments d'acquis qui sont nécessaires et qui sont antérieurs pour pouvoir progresser et travailler, de rendre disponibles toutes les définitions possibles, d'expliciter tous les modèles, les schémas, de pouvoir clarifier au maximum l'information. Donc, vous trouverez dans le guide des liens un petit peu plus précis vers des travaux et des sites d'universités québécoises qui permettent de pouvoir donner des exemples très particuliers et de pouvoir enrichir un petit peu cette approche et qui permet de réfléchir d'un point de vue, comme on le disait tout à l'heure, d'un point de vue de praticien, non seulement à l'outil qu'on met entre les mains des apprenants, mais aussi à la façon dont on met en place les contenus. Est-ce que tous les apprenants que l'on accueille vont trouver leur place, vont pouvoir naviguer de façon satisfaisante, vont pouvoir trouver réponse à leurs questions, réponse à leurs attentes. Et on sait que la motivation sur les formations en ligne est plus qu'importante. On a véritablement un abandon qui est très, très souvent lié quelquefois à un sentiment de solitude devant l'écran, mais aussi à un sentiment de ne pas se sentir assez soutenu ou accompagné, et ce, même quelquefois en dépit du tutorat qui est mis en place. Donc, comment développer, à travers la conception des parcours de formation, le soutien aux apprenants pour qu'ils trouvent matière à réussir. C'est un petit peu l'enjeu de la pédagogie inclusive et du focus qu'on voulait mettre en place en complément de l'accessibilité au sens strict que vous a exposé Audrey. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on a eu un petit souci pour le téléchargement, mais voilà, tout est revenu à la normale, donc vous pouvez tranquillement télécharger le guide. Et puis je vous répète, que pour la version en accessibilité numérique, on attendra un petit peu, mais on vous préviendra tous du moment pour la télécharger. Donc, je te remercie Isabelle. On va donner la parole du coup à Adrien de la FFP. Adrien, alors voilà, on a présenté le nouveau guide avec effectivement les différents focus et puis les nouveautés qu'on a pu analyser sur les plateformes propriétaires open source avec les grandes tendances. On se trouvait intéressant effectivement dans le cadre de ce partenariat avec la FFP que la FFP puisse nous proposer un peu voilà, des éclairages sur le financement de la transition digitale des organismes de formation. Donc, je te cède la parole. Très bien, merci, merci Aurélia. Alors effectivement, aujourd'hui, on est sur une entrée outil, puisqu'on est vraiment sur les LMS, là où la FFP a une entrée stratégique dans le cadre du projet que je vais vous présenter. Pardon. C'est un projet que la FFP porte avec Acto depuis 2018. Et qui est lauréat du programme d'investissement d'avenir qui dépend de la Caisse des dépôts et des consignations, qui fait appel à des fonds publics dans le cadre de nos actions. Que je vais vous présenter tout de suite. On a deux objectifs principaux. Alors d'abord, sensibiliser les dirigeants et leurs équipes aux enjeux de la transformation digitale. On me demande de parler un peu plus fort, donc je vais parler un peu plus fort.
Voilà, merci Marie pour cette remarque. Alors, pour répondre à ce premier objectif, un diagnostic de maturité digitale qui est disponible sur le site du projet que vous voyez en dessous, pia-ffp.org. Aussi un travail de création de ressources, notamment la diffusion d'une étude qu'on a produite fin 2019 sur les impacts du numérique sur les modèles économiques des entreprises de formation, où là, l'idée, c'était de mieux comprendre le nouvel environnement avec de multiples acteurs, les mouvements qui ont agi sur la chaîne de valeur aujourd'hui de la formation, avec voilà, ces nouveaux acteurs éditeurs ou aussi des certificateurs qui viennent compléter cette chaîne et travailler en partenariat et pas forcément en concurrence avec les entreprises de formation. C'est une étude qui est aussi disponible sur notre site et où on a créé des outils méthodologiques pour permettre aux dirigeants déjà de s'embarquer, j'ai envie de dire s'embarquer eux-mêmes et aussi embarquer leurs équipes dans cette dynamique de digitalisation qui passe par la dimension stratégique, se poser en amont, prendre du recul sur son activité et donc de pouvoir tracer des perspectives pour les années qui suivent. Et puis troisième chose aussi, des ateliers qu'on a pu mener cette année, c'est compliqué évidemment en présentiel, mais qu'on a pu mener auparavant autour des grandes thématiques de la transformation digitale d'une entreprise de formation. C'est-à-dire que c'est pas uniquement l'offre de formation, c'est aussi la digitalisation de la facturation, de la communication. Il y a aussi des enjeux sur l'accompagnement au changement des équipes. Toutes ces thématiques qu'on a pu aborder. Et puis, là où j'aimerais insister aujourd'hui, c'est sur la deuxième partie, c'est accompagner justement financièrement les prestations d'appui et de conseil dont peuvent bénéficier les entreprises de formation avec des prestataires qui vont les aider encore une fois, à prendre ce recul et puis à dessiner des, enfin, à proposer des préconisations et puis créer un plan d'action pour mettre en place de manière efficace cette transformation digitale. Alors, deux chiffres. 1000 dirigeants, plus de 1000 dirigeants qui ont été accompagnés alors à travers les actions que je viens de présenter, et puis 50 projets cofinancés. On peut passer, je pense, à la slide suivante. Voilà, donc ça, c'est le cœur de notre projet. C'est accompagner financièrement des prestations d'appui et de conseil sur dont l'objectif, donc encore une fois, est de faire un audit, de recommander des actions et puis de fixer un plan pour accompagner les dirigeants. Ce qui est important à retenir, c'est que deux offres aujourd'hui qui sont disponibles sur notre site, deux manières finalement d'être accompagné aujourd'hui. Une entreprise de formation nous propose un projet qui est sur mesure, avec le consultant de son choix, qui peut être sur, et je vais les présenter après, qui peut être sur un audit général de l'entreprise avec une liste de préconisations, mais aussi être accompagné sur la stratégie commerciale, sur la stratégie de communication. Ça veut dire accompagner l'entreprise, déjà poser une stratégie de communication, travailler sur le référencement de l'entreprise, de son offre, donc agir sur le référencement sur le site internet, et puis agir, et ça c'est plutôt lié avec le commercial, agir sur les réseaux sociaux à travers du référencement payant par exemple. Mais c'est aussi être accompagné sur le choix de ces outils, notamment LMS. Ce sont des projets qu'on accompagne aujourd'hui beaucoup. Ça consiste pour une entreprise d'être accompagnée sur la rédaction du cahier des charges, sur la sélection de plusieurs prestataires et puis arriver jusqu'au choix final. Donc ça, c'est finalement, ça peut paraître anodin, c'est parfois des choses qui sont internalisées par l'entreprise, mais qui prennent quand même beaucoup de temps. Et donc, c'est un travail là qui peut être fait par un consultant extérieur. Et là, du coup, on agit concrètement dessus, puisqu'on cofinance 45% de cette prestation d'appui et de conseil. Donc ça, c'est une première entrée.
Et puis une deuxième entrée, et là je vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais je vais vous inviter à aller sur le site du PIA pour les retrouver. On a souhaité mettre à disposition des dirigeants des offres thématiques, vraiment qui sont sur du conseil, hein, qui ne sont pas sur de la mise en œuvre, mais qui traitent de thématiques de type digitaliser sa communication, digitaliser sa facturation, son offre de formation en synchrone, en asynchrone. Et sur chaque offre, vous allez pouvoir constater ou voir ce qu'il y a derrière en termes d'objectifs, d'actions, et puis aussi de livrables que vous pouvez espérer pour ce type de prestation. Donc, quand vous vous rendrez sur le site, vous verrez du coup ce que ça représente également en termes de temps et d'argent, tout en sachant qu'on finance 45%. Et puis, vous trouverez aussi, et ça me permet de faire le lien avec le dernier point que je souhaitais aborder, vous trouverez une liste de consultants qui sont référencés par la FFP dans le cadre de ce projet. Donc, vous avez des prestataires qui sont référencés dans un annuaire, mais vous les avez aussi sur les offres thématiques. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site, regarder les offres, et en bas de chaque offre, trouver un consultant qui, justement, est en capacité de vous accompagner sur ces offres. C'est là où c'est intéressant. Et puis, autre chose qui nous démarque aussi hein, d'autres financements, c'est que vous avez le choix de votre consultant. On met à disposition cette liste de consultants, de prestataires référencés, qui est une liste évolutive, pour vous permettre de gagner du temps. Mais si vous avez l'habitude de travailler avec un consultant depuis longtemps, qui connaît bien votre entreprise, vos enjeux, ben, il vous est tout à fait possible de construire avec eux une prestation et puis de nous la proposer. Donc concrètement, comment vous faites? Sur le site, vous vous rendez sur le site du PIA, c'est là où vous trouverez les ressources que j'ai évoquées précédemment, et puis les conditions d'accès et aussi un formulaire de contact où vous allez pouvoir prendre contact avec nous et nous proposer un projet. Et là-dessus, j'aurai plaisir à échanger avec vous sur ce projet et je l'espère vous accompagner concrètement et financièrement sur ce projet. Adrien, peut-être une petite précision. Oui. Donc, on a bien compris. Donc, aller sur le site du PIA, ce sera un accompagnement assez en amont, hein. Le PIA ne finance pas l'achat d'un LMS, mais en amont aide l'organisme de formation à définir par rapport à ses besoins, de faire son choix. Oui. Je voulais peut-être une petite précision sur le calendrier. Jusqu'à quand Oui, bien sûr, peut-on bien sûr. peut-on accéder à ce type de financement? Oui, alors le projet perdure jusque décembre 2023. Vous avez effectivement du temps pour nous OK. solliciter. Merci Et Adrien. avec plaisir. Je voulais, Je pardon, je voulais juste préciser aussi, parce que Oui. tu me l'as dit hier, Adrien, pour ceux qui nous connaissent et qui seraient surpris de ne pas nous voir dans la liste des consultants, c'est juste que en termes de com, voilà, on est membre de la FFP et du FOT, mais nous, on n'a pas eu l'info. Et du coup, voilà, on n'y figure pas, mais on est bien aussi éligible, comme l'a dit tout à l'heure Adrien. Merci. Oui, donc du coup, le cabinet Nel et Associés sera bientôt référencé sur le site du PIA. Peut-être faire un peu un tour des quelques questions qui ont été posées, sur lesquelles on peut revenir un moment. J'en ai listé quelques-unes. Alors peut-être refaire un peu en synthèse, répondre à la question: quels sont vos critères pour sélectionner les plateformes? Donc ça, peut-être sur la méthodologie, Jean-Luc et Noria. Si je commence par le plus simple sur les LMS open source, c'est que ce soit un LMS qui existe en langue française, qui ait au moins une version française, et puis qui a un certain niveau de diffusion, parce que des LMS, il y en a beaucoup, il en existe beaucoup, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une certaine diffusion sur le marché. Et puis, pour les éditeurs, on a procédé le plus souvent par… Alors, soit on en avait identifié quelques-uns, mais ce sont souvent des demandes, c'est-à-dire les éditeurs qui se sont tournés soit vers le FOT, soit vers Nel & Associés, soit vers nous, enfin vers l'un d'entre nous, peu importe. Et dans tous les cas, à un moment donné, nous, tout au long de l'année, on référence en fait…
on dresse une liste des éditeurs qui souhaiteraient figurer et on fait un arbitrage, mais je vais laisser Noria terminer là-dessus, voilà, parce que toutes les demandes ne sont pas satisfaites. Donc, il faut qu'on soit clair aussi, il y a quand même un certain nombre de critères. Et effectivement, oui. Pour compléter, en fait, sur la partie effectivement éditeur propriétaire et le choix qui a été fait, comme on accompagne et on conseille beaucoup d'entreprises ou d'organismes de formation sur le déploiement, enfin le choix et ensuite le déploiement de leur plateforme, ce qu'on constate, c'est qu'il est préférable de choisir des éditeurs qui sont présents en France et qui disposent donc d'une équipe en France. Donc un des premiers critères, c'est effectivement de nous assurer qu'il y a bien un représentant en France. Donc là, c'est le cas de toutes les solutions qui sont proposées. Après, l'autre critère qui pour nous est fondamental, parce qu'on a eu un de nos clients qui avait fait le choix d'une start-up qui a coulé et qui s'est retrouvé le bec dans l'eau avec toutes ses formations perdues. Donc un autre critère très important, c'est la solidité financière de l'entreprise. Souvent, les éditeurs restent assez secrets sur leur chiffre d'affaires, sur leurs actionnaires. Enfin, en tout cas, ce sont des éléments très, très importants aussi à prendre en compte et nous, on l'a intégré. Et puis après, il y a toutes les fonctionnalités. L'idée, c'est aussi de vous proposer des solutions qui sont déjà bien déployées, qui sont pertinentes, efficaces, performantes. Et après, le seul point également ou la seule recommandation que je vous ferai, c'est de prendre le temps au-delà de ce catalogue. L'idée, c'est pas de prendre, enfin, je vous conseillerais pas de prendre celle qui a le plus de notes sur 5. C'est pas du tout l'idée de ce catalogue. C'est vraiment plutôt de bien vous définir vos besoins en amont et de voir quelle serait la plateforme qui serait la plus pertinente. C'est vraiment comme le choix d'une voiture. Voilà, il y a différentes options, différents modèles. Tout dépend de l'usage que vous voulez en faire, de vos enjeux. Voilà. Merci Noria pour ces précisions. Je cède la parole à Isabelle qui devra nous quitter en fait assez rapidement. Isabelle, effectivement, il y avait une question sur peut-on classer les LMS par type de formation et pédagogie, théorique, manuelle, comportementale. Là-dessus, est-ce que tu aurais une réponse aussi à nous fournir et puis peut-être te laisser la parole pour faire un petit mot de conclusion et puis je repasserai la parole ensuite aux autres. Alors, sur le classement des LMS en fonction des pédagogies, je ne vois pas très, très bien. Alors, on a des critères qui sont liés à la pédagogie dans le guide, à savoir quels sont les outils mis en place par les LMS qui aident à réaliser une pédagogie variée pour l'ensemble des apprenants, c'est-à-dire qui aident à créer des contenus, qui aident à individualiser des parcours, qui permettent le tutorat, etc. Après, le reste de ce que me semble recouvrer la question relève plus des contenus pédagogiques qui sont mis à l'intérieur des LMS que du LMS en tant que tel, et puis de la scénarisation pédagogique. Donc, encore une fois, vous allez trouver dans des LMS des fonctionnalités qui vont permettre des facilitations pédagogiques et de la richesse pédagogique, mais cela ne suffit pas. Il faut des contenus de qualité et il faut une ingénierie pédagogique de qualité. Et je vais aussi répondre peut-être à la question qui est posée sur la pédagogie inclusive qui correspond à l'adaptive learning. Oui, en quelque sorte, effectivement, les deux sont liés puisque l'adaptive learning permet en fonction des préférences de l'individu, de pouvoir ajuster, on va dire, le parcours de formation. Sauf que l'adaptive learning, c'est un peu la machine qui le définit en fonction des remontées qui sont faites par les individus, alors que la pédagogie inclusive, c'est véritablement les équipes de concepteurs qui la définissent en amont et qui varient un maximum les canaux d'entrée, en quelque sorte. Après, l'adaptive learning, il va réagir a posteriori en fonction de ce que vous avez bien voulu mettre à disposition de vos apprenants. Si vous avez des mises à disposition qui sont restreintes, forcément, ça ne va pas être très pertinent. Donc, il faut bien penser à ouvrir le plus possible les éléments d'apprentissage et les éléments d'action et d'interaction pour les apprenants. Merci Isabelle. Je vois que l'heure tourne. Peut-être un petit mot de conclusion
pour Je chacun de voulais, vous et répondre à la question, peut-être Jean-Luc pour toi, de Jacques qui posait la question autour de l'open source, puisque j'avais noté ça, voilà. sa question. Merci Jacques, au passage Jacques Perrondet, qui est un des piliers du FOD, hein, membre du conseil d'administration. Oui, pour peut-être être plus clair sur ce que je disais tout à l'heure, et appelons un chat, en l'occurrence Moodle HQ, qui est donc l'entreprise australienne qui aujourd'hui pilote les développements de Moodle, a mené il y a 2 ans une sorte de chasse aux sorcières auprès des prestataires de services qui ne sont pas Moodle partners, de façon à ce que ces prestataires cessent toute activité autour de l'open source, enfin autour du logiciel open source qui est toujours sous licence GNU, hein, qui est toujours distribué sous licence GNU. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il est distribué sous licence GNU, n'importe qui, et je dis bien n'importe qui, peut effectivement le télécharger, l'installer, l'utiliser à titre individuel en tant qu'entreprise ou OF, et peut en modifier le code. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Simplement, Moodle souhaite que toute l'activité de service qu'il peut y avoir, qui peut être facturée autour de ce logiciel open source, soit réservée aux Moodle partners, et donc interdit aujourd'hui et fait une chasse à tous ceux qui utiliseraient, y compris le logo Moodle, pour faire la promotion de leur service. Voilà. Noria, est-ce que tu aurais, pour répondre à la question de Guylaine sur Teach Easy, pourquoi Teach Easy n'est pas... Que pensez-vous de Teach Easy? Et puis il y avait une deuxième question, c'était plutôt aussi sur Digiformat. Pourquoi ne rentre-t-elle pas dans vos critères? Je ne suis pas sûre que Teach Easy et Digiformat nous aient sollicité cette année. Donc, je n'ai pas de commentaires. Après, nous, on sollicite tous les éditeurs qu'on a sollicités les années précédentes, tous ceux qui nous contactent. Donc là, je n'ai pas plus d'informations. Mais en tout cas, on reste toujours disponible toute l'année. Et Aurélia nous transmet régulièrement des demandes. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Pour tous les éditeurs peuvent tout à fait nous envoyer un mail en nous disant, voilà, cette année, on souhaiterait faire partie du comparatif et ils seront recontactés à la rentrée à partir de septembre-octobre hein, et on leur envoie le questionnaire. Donc, il n'y a pas d'exclusive. Oui. Après, on choisit d'en sélectionner une partie en fonction de la manière dont ils ont répondu aux critères. Et on reste très indépendant, ça vous l'avez dit en début de conférence, mais je tiens à le rappeler, c'est vraiment essentiel pour nous de maintenir cette indépendance. Un petit mot de conclusion peut-être, Audrey? Pas vraiment, mais je suis contente qu'on ait pu faire rentrer l'accessibilité dans le guide et que ça se soit bien passé, qu'on ait pu faire des audits. Enfin, vraiment, c'était chouette. Je m'attache à faire la version accessible du guide très rapidement pour qu'elle soit disponible très rapidement. Et voilà, et contente de faire exister le sujet. Merci. Adrien? Oui, merci. Eh bien, écoutez, merci pour votre travail au nom de la FFP, qu'on ne manque pas de relayer à nos adhérents. Une précision, puisque j'ai eu cette question pendant la session, notre programme d'accompagnement est ouvert aux adhérents et non-adhérents de la FFP sans distinction. Très bien. Et pour le mot de la fin, oui, le replay sera disponible en ligne très rapidement et sera envoyé à tous les inscrits, notamment ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la salle, et on est désolé qu'ils n'aient pas pu participer à ce webinaire en live. Ils auront le replay, et puis le 2 mars, prochain webinaire, autour justement de l'accessibilité, où nous aurons le plaisir de réaccueillir notamment Audrey. Voilà, écoutez, je vous remercie tous et toutes. Bravo pour le groupe de travail, bravo pour ce travail collectif. Et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, à très bientôt.